Bon, alors je vais aller regarder ce qu'ils m'ont envoyé comme question. Alors, ah, oui. Achille. Bonjour madame, je vous écris parce que j'ai fait des recherches sur les bougons macars et je n'ai rien trouvé. Pouvez-vous m'aider? Au revoir, Achille. Alors, bonjour Achille. Peut-être que si tu fais des recherches sur les rougons macars, tu trouveras plus facilement. Alors, Sophie, voyons voir. Bonjour, je n'ai rien trouvé sur l'auteur Gorgonzola. Je fais quoi? Bonne journée, Sophie. Bonjour, Sophie. L'auteur d'Au bonheur des dames s'appelle Émile Zola. Le Gorgonzola, c'est un fromage. Bonne journée, Madame Voisin. Bon, voyons voir le suivant. Ah oui, Alphonse. Alors, bonjour, vous avez parlé en classe de Octave Mouret. Mais je n'ai pas compris, en fait, il a écrit quoi? Au revoir, Alphonse Valentin. Bonjour, Alphonse. Octave Mouret est le personnage principal d'Au bonheur des dames que nous étudions en ce moment, que tu as lu pendant les vacances et qui a été écrit par Émile Zola. Il faut vraiment que je leur fasse une vidéo. Surprise! Pensiez que je vous avais oublié, hein? Bonjour à tous les quatrièmes. Je sais que vous étiez tous très malheureux à l'idée que votre cher professeur de français vous ait oublié, mais rassurez-vous, me revoilà. Cette vidéo est la première de ce qui sera normalement un triptyque sur Au bonheur des dames. Triptyque qui nous permettra de clore cette séquence. Pour rappel, un triptyque, c'est un truc en 3 parties. Vous avez d'ores et déjà, en plus de votre livre, 2 gros documents sur ce roman. Le livret de séquences que vous avez eu avant le confinement, et vous étiez tous en train de travailler à un exposé sur l'une des séances de la séquence, et une séquence du manuel Terre des Lettres que je vous ai envoyée car elle est très bien faite et qu'elle vous permet de travailler en profondeur et en autonomie le roman de Zola. Chaque vidéo aura 2 buts. 1. Vous servir de correction pour 2 des séances du livret de séquences. 2. Vous servir de correction également pour plusieurs textes ou documents du manuel dont vous aurez toujours les références en description. Et c'est parti pour cette première vidéo. Elle vous permettra de remplir les séances 4 et 6 de votre livret de séquences et vous fera office de correction pour les pages 30 à 34 du manuel. Déjà, ce qu'il faut bien voir avec le roman Au bonheur des dames, c'est qu'il ne débarque pas comme ça au milieu de nulle part comme un cheveu sur la soupe du 19e siècle. Et oui, Au bonheur des dames est le 11e tome d'une importante série de romans intitulée Les rougons macars. Le projet de Zola est d'écrire une fresque romanesque racontant, à la manière d'un naturaliste, l'histoire d'une famille du 19e siècle, les rougons macars. Et rien que dans cette phrase, on a déjà de quoi remplir notre première vidéo. Nous allons donc analyser point par point chaque étape du projet de Zola afin de bien comprendre le contexte et les racines de notre roman Au bonheur des dames. Le 19e siècle est une époque qui fait la part belle aux romans, et particulièrement aux fresques romanesques, c'est-à-dire ces longues séries de romans qui se déroulent sur plusieurs années et font intervenir des personnages récurrents. Il arrive que ces romans soient d'abord publiés, du moins en partie, dans des magazines littéraires, ce qui permet à un large public d'en prendre connaissance. C'est le cas d'Au bonheur des dames,
qui est publié par feuilleton dans le magazine Gil Blas entre l'année 1882 et l'année 1883. Gil Blas, c'est un peu le Netflix du 19e siècle, en fait. Les Rougon-Macquart ne forment pas la seule série romanesque du 19e siècle. Avant Zola, Balzac a écrit la Comédie humaine, composée de pas loin de 100 livres, sans compter les œuvres inachevées. On retrouve également la récurrence de certains personnages, tels Eugène de Rastignac, qui apparaît dans pas moins de 17 romans et dont on suit le parcours sur plus de 25 ans. Mais ces sagas ne doivent pas leur succès qu'à leur large diffusion. En effet, c'est aussi par leur sujet qu'elles touchent le public. Les romanciers du 19e siècle décident en grande majorité d'abandonner les héros de noble naissance hérités du classicisme pour s'intéresser à la vie populaire, à la vie des petites gens qui peinent dans les faubourgs de Paris ou la France rurale. Zola décide de s'intégrer aussi dans ce projet, mais il va le faire avec un angle un peu particulier. Honoré de Balzac, auteur de la Comédie humaine, est un auteur appartenant au courant littéraire du réalisme. Dans ses romans, il montre la société du 19e siècle telle qu'elle est construite, telle qu'elle se comporte avec ses vices et ses défauts. Tout l'inverse du romantisme qui, plutôt, préfère exalter les passions et les sentiments des grands héros comme René de Chateaubriand. René, ça vous parle ? Mais si, le dépressif de la séquence 4. Les auteurs du 19e siècle veulent au maximum donner une impression de réel dans leurs romans. Dans tout Au bonheur des dames, Zola n'aura de cesse que de se montrer réaliste, notamment dans ses descriptions, et il utilisera un vocabulaire extrêmement précis pour parler des tissus et des produits vendus dans le magasin. On le remarque aussi clairement dans l'incipit d'Au bonheur des dames. Zola est très précis sur la localisation du magasin et le situe immédiatement à l'encoignure de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Augustin, face à la place Gaillon. De même, le trajet de Denise et de ses frères pour venir à Paris est décrit. Ils arrivent de la gare Saint-Lazare où un train de Cherbourg l'avait débarqué avec ses deux frères après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de 3e classe. Pour pouvoir faire preuve d'une telle précision, Zola fait de très nombreuses recherches. Il tient même ce qu'il appelle des carnets d'enquête dans lesquels il met tout ce qu'il peut trouver sur le sujet des grands magasins. Coupures de presse, livres, visites de magasins ayant réellement existé comme le Bon Marché. Il s'inspirera même d'un directeur de magasin ayant réellement existé pour créer le personnage d'Octave Montel. Mais chut, ce sera pour une prochaine vidéo. Cependant, Zola va aller plus loin que Balzac dans le souci du réel. La Comédie humaine fournit une base d'inspiration pour les Rougon-Macquart, mais Zola va construire différemment sa saga. En effet, plutôt que d'écrire des scènes où des personnages indépendants se croisent dans différentes couches de la société, Zola va plutôt créer toute une famille et la voir évoluer dans le contexte du 19e siècle. Cette famille, c'est les Rougon-Macquart. Pourquoi une famille ? Parce que Zola est ce qu'on appelle un écrivain naturaliste. Comme Guy de Maupassant ou Joriscar Huysmans, il s'inspire des sciences naturelles. Il se basera sur les théories scientifiques de l'hérédité pour construire tout l'arbre généalogique des Rougon-Macquart. Il puise ses idées chez Darwin et dans les thèses de Claude Bernard, qui écrit en 1865 « Introduction à la médecine expérimentale ». Ce dernier y évoque l'importance du scientifique comme observateur et expérimentateur. Cette médecine expérimentale, où l'on observe et où l'on fait des expériences, Zola veut l'appliquer au roman. En 1880, Zola écrit « Le romancier est fait d'un observateur et d'un expérimentateur ». S'il construit une famille, c'est pour expérimenter et observer les nouvelles découvertes faites sur l'hérédité et le milieu social dans le destin des personnages. Ainsi, tous les personnages d'une même branche de l'arbre généalogique partageront les mêmes vices, comme l'alcoolisme ou une tendance à la violence par exemple. De même, Zola décrit, à travers sa saga, la misère de la classe ouvrière ou encore le rôle montant de la bourgeoisie dans la société. En effet, la saga de Zola est très ancrée dans l'époque à laquelle il écrit. Zola dira « Le roman expérimental est une conséquence de l'évolution scientifique du siècle ». La saga des Rougon-Macquart a en effet pour vocation de représenter les personnages dans leur époque. Les Rougon-Macquart ont pour sous-titre « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». Zola place donc immédiatement la saga dans un contexte politique bien précis, le Second Empire de Napoléon III. En littérature, on considère presque que le 19e siècle commence en 1789. La Révolution française marque un tournant. Elle met fin à une période de monarchie longue de plusieurs siècles pour voir se succéder des régimes politiques tous plus courts les uns que les autres. Premier Empire, puis Restauration, puis Monarchie de Juillet, puis Seconde République, puis à nouveau un empire, la France est bouleversée par des changements brutaux et réguliers.
Le 19e siècle, c'est le siècle de tous les changements. Des changements politiques, mais aussi sociaux, avec la montée en puissance de la bourgeoisie face à une vieille noblesse déclinante. Les personnages nobles sont dépréciés dans le roman, telle Madame de Boves qui s'avère finalement être une voleuse, ou Mademoiselle de Fontenailles, jeune fille pauvre mais noble, qui est mariée au garçon de magasin Joseph. A l'inverse, les personnages de la bourgeoisie s'élevant à la seule force de leur talent, que ce soit par ruse ou par calcul ou par simple détermination, sont mis en valeur, comme Octave ou Denise. Mais le 19e siècle, c'est aussi le siècle du progrès. Les progrès scientifiques mis en valeur par Zola dans sa saga, ainsi que le progrès industriel, le développement des chemins de fer qui permet le déplacement de populations, comme Denise et ses frères arrivant à Paris, l'industrialisation de la production de tissus qui permet au bonheur des dames d'offrir des tissus de qualité à bas prix, la place grandissante de la presse et par elle de la publicité dont Mouret fait constamment usage. Dans Au bonheur des dames, on trouve trace de toutes les évolutions industrielles du 19e siècle. Ça fait pas mal de temps que tu parles là. Tu crois pas qu'il serait temps de... Ah, c'est vrai, j'y ai pensé. Vraiment? Oh, c'est super, parce que j'avais peur de... Non, mais tu as raison, je vais le faire. A few moments later. Tada! Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un gâteau. Mais pourquoi? C'est ce dont tu parlais, non? Mais je voulais pas que tu fasses un gâteau, je voulais que tu fasses un résumé. Mais ça se mange pas un résumé. Si on résume, on a 3 points d'étude majeurs dans notre analyse d'Au bonheur des dames. Au bonheur des dames, c'est un roman qui appartient à toute une saga romanesque, genre très en vogue au 19e siècle. C'est une saga naturaliste, c'est-à-dire qui applique les principes scientifiques d'observation et d'expérimentation au roman, en faisant la part belle aux théories de l'hérédité, notamment. C'est une saga qui s'inscrit dans son siècle, décrivant l'instabilité politique, mais aussi les nombreux changements sociaux et économiques qui interviennent à cette époque. Et au milieu de tout ça, les Rougon-Macquart. T'es au courant qu'on sait toujours pas qui c'est, les Rougon-Macquart, hein? Comment ça? Bah, si c'est le titre de ta vidéo, il serait peut-être temps d'en parler, non? Mais j'y viens, ça va. Oh, très bien. Tu sais qu'une intro, c'est juste au début, normalement. C'est quoi, ou plutôt c'est qui, les Rougon-Macquart? Zola affiche son but en déclarant dans un article « Je ne veux pas peindre la société contemporaine, mais une seule famille, en montrant le jeu de la race modifiée par les milieux. » Les Rougon-Macquart sont des personnages ayant tous un ancêtre commun, Adélaïde Fouque. Celle-ci se marie d'abord avec Monsieur Rougon, un jardinier avec lequel elle a un fils, Pierre, qui sera toujours dévoré d'ambition. Défaut que l'on retrouve chez Octave Mouret. Puis, après la mort de Rougon, elle vit avec Macquart, un contrebandier porté sur l'alcool qui lui donne 2 enfants, Antoine et Ursule. L'alcoolisme est un trait héréditaire qui se retrouvera chez plusieurs des personnages de la branche Macquart. Les 20 romans des Rougon-Macquart sont consacrés à un ou plusieurs personnages de cette famille, et les personnages apparaissent à plusieurs reprises dans différents romans. Par exemple, les 2 premières générations apparaissent dans le premier roman, La fortune des Rougon. Puis, dans le 4e roman, La conquête de Plassans, on retrouve toute la 2e génération ainsi que Marthe Rougon, son mari François Mouret, et leurs 3 enfants, Octave, Serge et Désiré. Dans Pot-Bouille, Octave Mouret apparaît de nouveau et se marie à la fin avec Caroline Desdouins. Dans Au bonheur des dames, on apprend que Caroline Mouret est décédée dans un accident. Le roman se termine sur le mariage entre Denise et Octave. On apprend dans le dernier roman de la série, Le docteur Pascal, que Denise et Octave ont eu 3 enfants, une fille et 2 garçons. Octave Mouret est l'arrière-petit-fils d'Adélaïde Fouque et le petit-fils à la fois de Pierre Rougon et d'Ursule Macquart, épouse Mouret. Il présente d'ailleurs le trait de caractère héréditaire de l'ambition, hérité de son grand-père. Cependant, il appartient à la famille des Mouret, de sang calme et équilibré, selon Zola. Il s'inscrit donc parfaitement dans cette généalogie des Rougon-Macquart. C'est l'heure du test, les enfants. Voici 5 questions qui vous permettront de vérifier que vous avez bien compris cette vidéo. N'hésitez pas à mettre pause à la fin de chaque question pour avoir le temps d'y répondre. Vous trouverez le corrigé de ce test en description. Pourquoi Zola a-t-il appelé sa saga les Rougon-Macquart? Pourquoi Zola a-t-il appelé son courant littéraire le naturalisme? De quel autre courant littéraire le naturalisme est-il proche? Citez un autre roman des Rougon-Macquart où apparaît Octave Mouret. Quels sont les grands changements du 19e siècle qui sont évoqués dans Au bonheur des dames? Et voilà, c'en est fini pour cette première vidéo. Si tu le souhaites, tu peux t'abonner à cette chaîne et cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Je te laisse, à partir de cette vidéo, remplir le livret de séquences
aux séances numéro 4 et 6 et continuez le travail que je t'ai déposé sur l'ENT. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par l'ENT également. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au travail!